Un constat que nous partageons avec Bernard Brunto, à savoir l'usage d'expressions, pour aller vite, d'expressions issues du monde politique euro-occidental, telles que totalitarisme, gauchisme, fascisme, pour des réalités politico-culturelles des mondes arabo-musulmans. Et donc, pour essayer d'avoir le recul de l'histoire, nous avons essayé de mettre en perspective les rencontres entre des acteurs qui venaient des deux cultures, la culture euro-occidentale et donc les univers fascistes, communistes, etc., avec des acteurs qui venaient et qui se réclamaient des mondes arabo-musulmans. Voilà, donc nous avons essayé de faire cette approche comparative sous un angle universitaire, académique, pour la période contemporaine et même la période de l'histoire immédiate. Vous savez, quand on fait un colloque comme ça, surtout sur des sujets qui n'ont pas été vraiment labourés à fond depuis des décennies, on procède de façon empirique par des réseaux, en contactant des gens dont on suppose qu'ils pourraient être intéressés par le thème ou qui parfois ont même déjà travaillé sur des sujets contigus à ce thème. Donc, au total, nous avons réuni une équipe assez étoffée et assez reconnue, qui ont apporté chacun leur petite pierre. Alors, au total, résultat des courses, c'est vrai qu'il y a des domaines, j'en prendre deux, qui auraient mérité une place dans cet ouvrage. Le premier domaine, c'est vraiment la politique et surtout les personnalités, les acteurs qui ont été associés à la politique des bolcheviks dans le Proche-Orient, dans le Caucase, dans l'Asie centrale surtout. Je pense à des gens comme Sultan Galiev, hein, qui a été plus qu'un compagnon de route des bolcheviks et qui ensuite s'est retrouvé à leur faire la guerre, hein, ou encore d'Enver Pacha, qui a été le patron du génocide arménien et qui s'est retrouvé à un congrès bolchevique au nom de la lutte contre l'impérialisme, le fameux congrès de Bakou. Alors oui, il y a des lacunes, je ne parle même pas des Ouïghours, hein, donc du communisme chinois, mais je fais entière confiance à mes jeunes collègues et même aux vieux pour essayer de combler les béances et de pallier les lacunes. Ce sont des photos qui ont le mérite d'être relativement identifiables parce qu'on a quand même affaire à des stars dans ce domaine où finalement, qui n'a pas vraiment généré énormément de vedettes historiographiques. Alors sur l'une, vous avez, alors on est en 1943 en Ukraine, donc un des hauts lieux de la Shoah. Et c'est Himmler, hein, le patron des polices allemandes, Reichsführer SS, qui a l'air d'être tout à fait à son aise. Enfin, ce sont des photos, hein, c'est de la propagande, de la diplomatie, alors ils sont toujours en train de sourire, qui est avec le grand moufti de Jérusalem, hein, et bon, on sait que les deux ont joué un rôle, évidemment, à des niveaux de responsabilité matérielle extrêmement différents dans la solution finale. Le deuxième, alors vous avez Yasser Arafat, hein, donc le patron de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, donc qui symbolise un nationalisme qui, à la différence du grand moufti, présente une façade religieuse beaucoup plus discrète,
C'est le symbole du nationalisme arabe, hein, qui était finalement considéré dans les années 70 par les groupes d'extrême gauche, le monde communiste comme un allié objectif face à l'impérialisme. Et donc là, il est dans la Mecque, si j'ose dire, de l'impérialisme, de la lutte contre l'impérialisme américain, Moscou, hein, Moscou, où il est accueilli par le secrétaire du PC soviétique, Brezhnev. C'est le moment où le nationalisme arabe, l'un des moments où le nationalisme arabe compte sur l'Union soviétique dans son combat diplomatique, peut-être même un peu plus contre l'impérialisme et le sionisme.